Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo yo yo, Bruce Wayne, aka Mathieu Urqueby pour les intimes, comment tu vas? Ça va, merci les gars, et vous, ça va? Ça Ça va, tranquille, hein, impeccable. On est grave content de te recevoir, ça fait trop plaisir. On t'a déjà fait venir à l'événement à Pontcharra ou God the Flower. Tu sais qu'on apprécie vachement ta danse et ton crew, donc c'est un plaisir pour nous d'aller plus loin dans la démarche de la rencontre et Yes. d'ouvrir ces espaces de conversation avec toi. Avant de nous lancer, je dis un petit mot sur le podcast. Le podcast, il s'appelle Sweep, ça s'écrit S-W-E-E-P. Nice. Et il se retrouve sur les différentes plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer et également YouTube. Donc voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur cet épisode et n'hésitez pas à aller checker les épisodes d'avant. Pour commencer, peut-être déjà, on te fait une petite question d'entrée en matière. Sweep, Ouais. j'imagine que tu es une des personnes les plus appropriées pour qu'on te demande la définition de ce que c'est qu'un sweep dans le break, parce qu'on n'en a Ah, encore jamais parlé sur le podcast. Qu'est-ce que c'est qu'un c'est sweep? c'est- c'est marrant. Bah, le sweep, c'est la jambe qui passe devant toi quand tu passes d'un pied à l'autre pour un 3 temps ou pour un 6 temps. C'est ça le sweep, c'est le balayage. Je crois que ça veut dire ça d'ailleurs en anglais, le balayage de la jambe dans un 6 temps, dans un 3 temps, et c'est dans le coffee grinder, dans l'hélicoptère, c'est ça le sweep. Je Exact. pense. Peut-être que je me trompe. Bah, écoute, nous on est d'accord avec toi. Et ça sert à quoi le sweep dans les footwork, dans les pas au sol qu'on fait en break? Ça a quelle utilité pour toi? Bah, je pense que dans le 3 temps ou dans le 6 temps, c'est le moment le plus beau. C'est le moment où t'envoies vraiment l'énergie pour, bah, justement, pour passer d'un pied à l'autre ou pour passer d'un appui à un autre. Et ouais, c'est ça. Pour moi, le sweep, ça représente le plus important du footwork au final. J'aime beaucoup les positions sur le côté, derrière, mais voilà, quand t'es devant et que t'as les jambes qui sweep justement, pour moi, c'est l'essence quoi du truc. Trop bien. Les footwork, on va y revenir parce que on a la chance de t'avoir et que tu as une expertise dans le milieu. Donc un peu plus tard, on va peut-être pouvoir en parler et voir comment on en parle bien. Avant, Mhm. peut-être pour commencer, tu peux te présenter succinctement, comment tu le sens? Yes, yes. Bah déjà, j'ai pas eu le temps de vous remercier, donc merci les gars pour l'invite, ça fait plaisir. L'initiative est super. J'adore l'idée d'un podcast. Et écoutez, bah je me présente, je m'appelle Mathieu Urqueby, euh, connu un peu plus sous le nom de B-Boy Bruce Wayne. Peu de gens connaissent mon prénom, Mathieu. Je représente le groupe Total Feeling Crew, qui vient du 93, du Bourget. Que dire de plus? Également un groupe en Australie qui s'appelle Kings Only, avec lequel j'ai dansé il y a une dizaine d'années, mais qu'aujourd'hui n'est plus actif. Et je représente donc Paris, le 93, et je danse depuis 2000. Nice. Pourquoi tu t'appelles B-Boy Bruce Wayne? Alors, pourquoi Bruce Wayne? Parce que en fait, j'avais bah, le gars que vous connaissez, John Smith, B-Boy John Smith, qui dansait à Nogent, à côté de chez moi, à Creil. Et il avait un groupe qui s'appelait la Ligue des Justiciers, tout simplement. Ils étaient fans de super-héros. Et moi, je me suis joint à ce groupe un peu plus tard, quand mon propre groupe avait arrêté. Et John, il m'avait dit, bah toi, tu seras Bruce Wayne, parce que j'avais pas de super pouvoir. Mais j'étais smart, tu vois. Il disait, t'as les connaissances. Parce que les autres personnages, ils ont des super pouvoirs. Enfin voilà pourquoi Bruce Wayne. Également parce que j'habitais dans une petite ville sympa et qu'eux, ils habitaient dans des quartiers de ouf. Et Bruce Wayne, il est riche, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, trip d'adolescent, Bruce Wayne, la Ligue des Justiciers. C'est John Smith qui m'a donné mon blaze. C'est mon grand. Ok. Abusé. Et maintenant, tu n'es plus adolescent, mais les gens continuent de t'appeler comme ça dans la communauté du hip-hop. Est-ce que ça te va toujours d'avoir ce blaze-là? Ouais, écoute, ça me va très bien. Je te dis, les gens m'ont appelé Bruce pendant des années jusqu'à ce que Schizo ou un autre speaker, il dise, hey Mathieu, on t'appelle. Et donc, du coup, les gens savent que c'est Mathieu. Maintenant, il y a pas mal de gens qui m'appellent Mathieu, d'autres qui m'appellent Bruce Wayne. Ça me dérange pas. Non, ça me dérange pas. Mais je trouve avec le temps que c'est classe d'avoir son vrai prénom et son nom de famille en tant que danseur, tu vois. Je trouve que c'est classe. Mais non, ça me dérange pas. Ça fait partie du trip. D'accord. Pour démarrer de la base et ensuite pouvoir en discuter, ça serait cool pour nous. En plus, on te connaît en tant que danseur, mais on ignore ton parcours, comment tu as démarré le break.
comment le crew Total Feeling s'est formé. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de comment t'as démarré, comment s'est passé tes premières sociabilisations avec d'autres Yes. danseurs de Paris et tout? Ok, bah moi j'ai commencé en Picardie, dans l'Oise, à Creil, en 2000, et donc du coup j'étais pas encore à Paris. Euh, mes professeurs, c'était la compagnie Tout Compte Fait de Paris, établie sur Aulnay-sous-Bois, notamment Jean-Paul Custos, Carla Pollux et Paul Recinos, qui sont des gens qui étaient dans une compagnie et qui donnaient des cours de pop, de lock, tu vois, de tout, de house et de break. Donc j'ai commencé avec eux et sur le côté, j'avais mon petit groupe stylique à Creil avec lesquels on faisait des battles justement contre John Smith et son groupe, les H-Breakers et ensuite la Ligue des Justiciers. Donc moi, j'ai commencé là-bas dans les années 2000. Très rapidement, je me suis rapproché de John Smith, comme je vous le disais. Et on est venu faire des battles dans le 93. Je te parle de ça en 2002, 2001, 2002, 2003. Et Total Feeling Crew était déjà là. Donc au début, c'était des gars qu'on connaissait très bien. Young, Gary, on s'était battlé plein de fois contre eux. Et c'est ensuite en 2007 que je suis rentré dans le groupe. J'ai quitté l'Oise, je suis venu faire mes études à Paris. John Smith venait d'arriver aussi, il était déjà rentré au TFC. Et donc ça s'est fait naturellement en arrivant à Paris que je suis rentré dans le groupe Total Feeling en 2000, ouais, 2006, 2007. Mais au début, c'était dans l'Oise à Creil. C'est quoi ta définition d'un crew? Bah écoute, encore une fois, pour en revenir au début en 2000-2001, dans un crew bon, de danseurs, pour ce qui nous concerne, les danseurs, déjà, tu avais un smurfer dans ton groupe. Tu vois, tu avais un ou deux smurfers et quand dans le battle, il y avait le gars d'en face tu vois, il y avait toujours dans un crew, il y avait un gars qui faisait du smurf. Après, bon, un crew, ça peut être aussi issu de mecs qui font du graffiti, un DJ, mais avant tout, c'est des potes, quoi, qui partagent la même passion et qui représentent un peu les couleurs de là où ils viennent. Pour revenir sur tes débuts et comment tu as construit ton style de danse, etc., parce que pour le rappeler, le hip-hop, ça a ça de particulier comme culture qu'on apprend des bases, mais qu'ensuite, une des nécessités premières, c'est de se différencier des autres, de se Mhm, construire notre manière de voir la danse, de la pratiquer, etc. mhm. Du coup, nous, ça nous intéresse carrément de savoir comment ta danse s'est construite. Et je suis tombé sur une vidéo de Powan, donc de Style Element, un des pionniers dans le break très reconnu aux États-Unis, qui te faisait un gros big up dans une interview et qui Ouais, disait bah, big up au crew Total Feeling et particulièrement à Bruce Wayne, il a vraiment un flow de ouf, etc. Et ensuite, il dit un truc un peu marrant, il dit je me rappelle de Bruce Wayne avant, où il avait pas du tout le même flow, voire pas du tout de flow, parce qu'il faisait que de la technique, etc. Et ouais, qu'ensuite, ils se mettent à s'inspirer d'autres choses et à prendre des cours ailleurs, etc. Je sais plus exactement comment il le présentait. Donc, ouais, ouais. tu es d'accord avec ça? Au tout début, tu n'avais pas de flow, tu étais plutôt dans la technique? Ouais, complètement. Moi, j'ai commencé, c'était l'ère des 1000%, tu vois, de Benji et tout, Duval. C'était vraiment ce qu'on regardait, ce qu'on voyait. Puis ensuite, Gamblers, Sicko, tu vois, toute cette période de technique à mort. Et c'est vrai que moi, j'ai breaké de 2000 jusqu'à 2010 sans vraiment connaître les fondements de la culture, les connaissances, enfin un peu tout le fond, quoi, tu vois, du truc. Et c'est quand je suis allé en Australie en 2009, donc 10 ans après que je danse presque, que j'ai rencontré Powan et que j'ai rencontré mon groupe Kings Only qui m'a un peu redirigé vers un chemin plus traditionnel, disons. Donc c'est vrai que mon premier background, il est très technique, il est français, coup de main, sauter sur la main, faire des clashs. Et c'est au bout de 9 ans, 10 ans que j'ai rencontré Po et mon groupe en Australie et que ma danse a repris un autre chemin, notamment plus dans le flow, dans les footwork. Et Powan le raconte très bien et ça m'a fait vraiment chaud au cœur ce shout-out. Je l'ai rencontré, je savais même pas qui c'était, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je lui ai serré la main, limite sans le regarder dans les yeux. Et il m'a dit, You French? J'ai dit, ouais, ouais, ouais. Il m'a fait, ok. Et c'est lui qui m'a dit, quand tu reviens en France, il faut que tu ailles apprendre de Laos, de Gabin, d'Actuelle Force, de Karim. C'est lui qui m'a parlé vraiment du French style, quoi. Mais juste pour Mhm. faire court aussi, quand j'ai commencé la danse avec Tout Compte Fait, on a fait beaucoup de chorégraphie. Et ça nous a beaucoup aidé. Je trouve que ça a été une base qui a été très importante. C'est que dès le début, on faisait des chorégraphies, des spectacles sur scène, on apprenait à compter, on faisait des chorés de lock, de pop, tu vois. Et ça a été, je pense, vraiment un truc chouette pour moi.
dans le sens où ça aide énormément quand même de compter, de comprendre la musique et de savoir tenir une chorégraphie, chose que beaucoup de gens ne savent pas faire, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi qui te fait kiffer du coup dans les footwork, dans le flow? Parce que du coup, pour moi, tu as quand même presque complètement arrêté de faire de la technique. Enfin, tout ce qui est clash, coup de main, tout ça, t'en fais beaucoup moins. Et du coup, c'est que t'aimais pas en fait avant ce que tu faisais? Alors, c'est pas que j'aimais pas, c'est que déjà, j'étais pas très bon à ça. J'ai jamais excellé dans la technique, mais je me suis quand même tué le plus possible, notamment en power move pour atteindre ce que je pouvais atteindre, tu vois. Mais c'est vraiment dans les footwork au final que je me suis senti le plus à l'aise pour, tu vois, pour me développer, pour m'exprimer. J'ai fait du karaté, j'ai une certaine peut-être souplesse des jambes, et j'ai des grandes jambes, donc du coup, c'est dans les footwork que j'ai trouvé ouais, tu vois, mon ressenti personnel où là, j'étais vraiment content de moi et je pouvais me faire plaisir avec ça, quoi. Tu vois, les power moves, c'était vraiment difficile, mais c'est quand même quelque chose qu'on a entraîné pendant des années et qui me plaît énormément aussi, tu vois. Mm. Je me permets juste, j'ai l'impression que en fait on n'enregistre pas avec le micro là, mais avec le micro de l'ordinateur. Parce qu'on n'a pas fait le réglage avant. Donc ça veut dire que ça a marché quand même, hein, mais pour avoir une meilleure qualité, je coupe juste 2 secondes pour vérifier qu'on l'a bien Ouais. mis et pour qu'on enchaîne ensuite, ok? On parlait du fait que Powan, un des pionniers de la culture hip-hop, t'avais fait un big up et t'avais mentionné comme une référence en France en termes de mouvement break. Ça fait quoi quand t'as un pionnier comme ça, qui est respecté par tant de personnes, qui te mentionne et qui te valide, entre guillemets? Bah écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est un peu comme une victoire, et c'est beaucoup plus qu'une victoire d'un simple battle, quoi. C'est la reconnaissance que tu peux avoir d'une personne comme lui. C'est vraiment, ouais, ouais, ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a fait comprendre que bon, bah là, maintenant, il fallait plus se prendre la tête, quoi. Euh, que j'avais quand même quelque part atteint une certaine satisfaction de par justement la reconnaissance de gens comme lui ou des gens que j'apprécie dans la danse et humainement aussi, quoi, tu vois. Il y a d'autres danseurs dont tu as eu la validation, entre guillemets, ou dont tu aimerais avoir la validation encore actuelle? Euh, que j'aimerais avoir la validation, non, je crois pas, parce que j'étais validé, voilà, quoi, je te dis, par des gars comme Po, comme Karim, comme Laos, et ça m'a fait vraiment, vraiment énormément plaisir et ça m'a permis de continuer. Donc, je sais que Ken Swift avait adoré l'échange qu'on avait fait avec Calais, quand on avait fait un battle l'un contre l'autre. Il avait regardé la vidéo qui avait été relayée énormément pour une simple vidéo comme ça, sans mainstream derrière. Et il avait kiffé le battle, quoi, tu vois. Ouais, non, il y a pas mal de gens comme ça m'a fait très plaisir. Mais j'attends pas la validation de qui que ce soit, en fait, maintenant, quoi, tu vois. Ok. Et donc, quand tu rentres d'Australie et que tu suis les conseils de ces personnes que tu as rencontrées, qui te disent va choper les informations à tels endroits, etc. Parce que quand même, on le rappelle, dans notre culture, même si ça s'améliore, et encore, ça pourrait être sujet à débat, mais on est quand même dans une culture encore très orale, où on ne sait pas forcément où sont les bonnes informations, encore plus dans une époque où il y a Mhm, énormément d'informations sur Internet, et on ne sait pas exactement mhm. ce qui est à garder des générations d'avance, ce qui est à creuser un petit peu plus. Et donc là, toi, tu as des gens que tu rencontres en Australie Ouais. qui te disent va chercher les infos à tel endroit, va voir la hausse, va voir ces gens-là. Du coup, il se passe quoi quand tu rentres? Comment tu, comment tu trouves le style de ces gens-là? Si à la base, toi, ce qui te fait kiffer, c'est la technique, t'as eu un déclic à un moment donné? Ça t'a demandé de t'y forcer, de t'intéresser à Ouais. cette manière de danser? Ben, en fait, quand je suis arrivé en Australie et que j'ai découvert alors, le groupe Kings Only de Melbourne, j'ai vu en fait que c'était une approche qui était totalement différente de la mienne. Dans le sens où c'était des gens qui breakaient sur le béton, qui s'entraînaient pas en fait justement, qui dansaient nuit et jour où que ce soit, sans s'échauffer avant, tu vois, ils vont pas à la salle d'entraînement comme toi et moi sur un créneau de 14h à 16h. Ils ont pas, tu vois, de genouillère sur eux et c'était des mecs qui dansaient vraiment d'une manière spontanée, où que ce soit, s'il y a un musicien dans la rue et sur une culture basée vraiment beaucoup sur le battle et l'échange aussi, tu vois, de prendre des workshops, de rester humble.
Donc c'était très différent de la France qui était vraiment dans un truc propre à elle. Et c'est à travers ces gens-là que j'ai compris ce que c'était que le b-boying. Moi, je suis arrivé avec mes passages remplis de A à Z, de techniques et de choses comme ça que je connaissais par cœur. Et quand j'ai vu des gens freestyler devant moi dans des tout petits cyphers, danser, s'exprimer avec le corps et tout, j'ai vraiment halluciné. J'ai découvert que c'était un autre truc. Je me suis dit, putain, j'ai raté une étape là dans le processus. Parce que j'étais vraiment formaté en tant que à faire des passages, quoi. Et il n'y avait pas beaucoup de place pour l'improvisation, le freestyle et le ressenti. Donc, eux m'ont dit de prendre des workshops. J'ai rencontré Powan qui m'a dit d'aller en France et d'aller apprendre des actuels si c'était faisable, quoi, possible. Et en fait, c'est quand j'ai rencontré Nacera on s'est rencontrés en 2010, à mon retour d'Australie, 2009-2010. Elle m'a dit, bah, viens t'entraîner au Just for Rockers. Et c'est en allant au Just for Rockers que là, il y avait Karim, il y avait Xavier, il y avait Karima, il y avait, tu vois, il y avait tous ces gens-là. Puis j'ai rencontré Laos, j'ai rencontré Prince, Sofiane Prince, qui m'a ensuite amené chez Maurizio. Et c'est voilà, de par ce retour en France, et notamment, et je l'ai toujours crédité grâce à Nacera, que j'ai pu rencontrer très rapidement toutes ces personnes-là. Et si tu veux, autant certains étaient dans la même salle mais s'entraînaient dans leur coin, autant moi je suis allé très rapidement à essayer d'échanger et d'apprendre de ces gens-là, ce qui s'est fait naturellement par la force des choses, à force de s'entraîner dans le même endroit et d'essayer de partager le cercle avec eux, quoi. Donc voilà comment j'en suis arrivé à disons, à cette French Touch que je ne connaissais pas avant, quoi. Tu vois, je te parle des danseurs d'actuels et toute cette génération-là à l'époque. Et pour replacer dans le contexte, parce que c'est une époque que j'ai pas vécue, parce que moi, à cette époque, j'avais que 10 ans, tu vois. Ouais. Toi, à l'époque, du coup, il y avait des workshops un peu qui se mettaient en place à Paname et tout, quoi. Bah écoute, je peux pas vraiment te dire s'il y en avait parce que moi ouais, je suis arrivé à Paname en 2007 et j'étais encore une fois pas à Paname même au Bourget, mais je pense que la culture du workshop, elle a été énormément oubliée et dénigrée ici en France. Moi, j'en ai pas vu beaucoup à mon retour en 2009. Il y a eu quelques workshops, notamment Nacera pouvait en organiser quelques-uns quand il y avait du monde qui était là. De l'étranger, mais dans tous les cas, moi j'ai pris personnellement 3 workshops avec Ken Swift à Aulnay-sous-Bois là, pendant le Battle Vénère. Il y avait personne de la communauté. Mais quand je te dis personne, c'est il y avait 2-3 pèlerins, quoi. Tout le reste, c'était des débutants, des élèves de Pascal Blaise. Qui d'autre est venu ici? Moi, je te donne Ken Swift comme exemple. Powan, il a dû venir aussi. Non, mais c'est vraiment, ouais, Karim Baouche qui était là, qui a fait des workshops. On en a organisé aussi des workshops. Il y a très, très peu de monde qui venait suivre le truc, quoi. Très, très peu. Mais vraiment. Donc, je pense que ça a été vachement oublié et qu'il n'y en a pas eu des masses, forcément, ici en France. Les gens ne veulent pas payer 20 euros pour aller apprendre. Tu vois, c'est pas dans la culture. Alors que tu vas en Asie, tu vas en Australie, tu vas où que ce soit ailleurs. Bon, c'est peut-être aussi des gens qui ont peut-être un peu plus d'argent. Les gens prennent des workshops, quoi. Tu vois, Mais les salles tu crois sont que blindées. c'est une question, en France, c'est une question d'argent ou c'est une question de mentalité, d'humilité? Bah, je pense que c'est plutôt de mentalité et d'humilité parce que Mm. bon, 15 euros, 20 euros pour un workshop de 3 heures ou de 4 heures, ça vaut quand même le coup, quoi. Ouais, ça va quand Je, même. je pense que c'est dans les mentalités de se dire je vais pas apprendre d'un autre. Il va m'arriver à rien m'apporter, tu vois, ou alors si j'apprends d'un autre, je vais être considéré comme un biter. Alors que c'est pas ça le truc, c'est que c'est des clés. Les mecs te donnent des clés de connaissances et des nouvelles pistes à explorer. Et moi, j'ai pris personnellement mais énormément de workshops et ça m'a fait un bien fou, tu vois. Euh, j'ai réussi à trouver mon propre chemin. J'ai pas repris ce qu'ils faisaient au bout à bout, quoi. Mais j'ai réussi à trouver ma propre identité grâce à ça. Mais d'ailleurs, tu vois, nous, on vient de Pontcharra, on vient de la campagne. Quand moi j'ai démarré, il y avait juste un crew de 10 danseurs et on n'avait pas un accès à l'information qui était celui qu'on peut avoir peut-être quand on est proche des pionniers qui étaient à Paris ou peut-être dans d'autres grandes villes, etc. Tu vois. Ouais. Et encore une fois, je trouve que se pose souvent la question de où chercher les bonnes informations en tant que danseur hip-hop. Euh, et du coup, ça pose la question de quelles sont les différentes sources, quoi, d'où les styles sont nés. Aux États-Unis, il y a différents styles qui sont nés en fonction de si les gens étaient en Floride, tu vois, en fonction de si les gens étaient Mhm.
West Coast, East Coast, etc. Et il y a quand même les différentes sources qui sont identifiées. On parle souvent de la French Touch à Paris avec Actuelle Force, donc ça c'est une source identifiable. Pour toi en Mhm. France, c'est quoi les sources auprès de qui il faut aller chercher des informations? À l'heure actuelle, tu veux dire? Ouais, à l'heure actuelle et du coup peut-être aussi faire un petit récap historique, selon toi Ouais, ouais, de ouais. d'où viennent les différents courants de style en France? Est-ce que vraiment on peut Ouais, parler ouais. de différents courants? Qui a les informations? Bah écoute, je pourrais dire très rapidement, juste de mon expérience, que quand tu vois par exemple des villes comme Lyon, c'était beaucoup porté sur la technique, les power moves. Quand tu regardais des villes comme Paris ou Troyes, c'était plus porté sur le flow, le style. Quand tu allais dans le nord de la France, c'était aussi des gros mecs qui faisaient du tricks, des gros power moves aussi. Donc effectivement, il y avait des courants, tu as totalement raison, des courants qui ont probablement évolué aussi selon le temps, les années de danse des uns et des autres. Aujourd'hui, il y a quand même, comme tu disais, un retour à quelque chose qui est plus traditionnel. Au niveau de la danse, tu vois des petits jeunes qui arrivent et qui font moins de technique et qui ont plus de flow et tout, donc c'est quand même quelque chose de cool parce que des années 2000 à 2010, c'était la France, c'était se jeter sur la tête, c'était considéré comme ça à l'étranger, quoi. Et, euh, et des informations à prendre, bah, je pense que, regarde, t'as encore, tout dépend ce que tu recherches, hein, au final. Mais pour quelqu'un qui a envie d'apprendre du flow, bah, t'as Gabin qui est à Paris et qui donne des cours tous les jours, qui se promeut sur Facebook et tu peux le trouver, tu peux prendre des cours avec Gabin. Laos, quand il était ici en France, pendant 10 ans, il était 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine à donner des cours sur Paris. Donc, tu as accessibilité à ces gens-là. Tu as accès, excuse-moi. Tu as accès à ces gens-là, il faut juste faire le pas, essayer d'y aller d'une certaine manière aussi. Tu peux pas y aller comme un bourrin et dire je vais Mmh. apprendre de toi. Ça prend du temps de construire et tout. C'est par rapport aussi à quelque chose d'amical. C'est une amitié qui se crée, non? Tu vois, c'est pas juste je viens, je mets un billet sur la table et j'apprends de lui. Mais je pense qu'il y a toujours moyen d'apprendre, quoi. Et si tu vas prendre des power moves, tu as aussi plein de gens qui sont capables de te les apprendre. Il faut juste faire le move, prendre un ticket et aller sur Paris ou aller là où il y a les gens. En fait, il faut rencontrer les gens qui t'inspirent. Et c'est peut-être, faudrait peut-être faire des études sociologiques ou je ne sais quoi, mais t'as une idée de pourquoi en France, on a un problème quant au moment d'aller chercher l'information, de demander à quelqu'un explique-moi quelque chose? Mhm. Je sais pas du tout. Je pense que peut-être que ça, c'est juste le gros. Pour moi, c'est un problème aussi, c'est le biting, tu vois, le fait de ne pas pomper quelqu'un. Alors, je sais que c'est la règle numéro un du hip-hop, du b-boying et du hip-hop en général. Mais ce truc-là, du coup, ça t'empêche de comprendre que tu peux quand même aller t'inspirer auprès de quelqu'un. C'est pas reprendre son mouvement, mais aller apprendre auprès de lui. Et ça, effectivement, il y a une sorte de mentalité. Les gens sont peut-être trop fiers pour. Ils vont se dire, je vais me rabaisser en fait à aller les voir. Donc c'est tout un schéma très très particulier, si tu veux. Moi j'adore le break, mais je vois que les gens ils sont énormément cachés derrière une attitude qui n'est probablement pas leur vraie nature. Tu vois, il y a beaucoup d'attitudes je me la pète, je garde, je suis vachement fier de moi, je parle pas aux gens, je me la raconte, je suis hautain. Il y a une grosse barrière autour des danseurs, quoi, je trouve. Et c'est ça, probablement, dans les mentalités qui empêche les gens d'aller à l'encontre d'une autre et d'échanger, d'apprendre d'un ancien, etc., quoi. Tu vois, il y a quand même Mmh. une énorme fierté qui réside dans ce domaine, quoi. Tu vois, et moi, quand je vais dans une jam, je me présente aux gens, je dis Mathieu, salut, c'est Mathieu. Et j'ai pas mon bandana, j'ai pas même mes chaussures, mes trucs. Et les gens, tu sais, ils me disent, ah, Mathieu, tu sais, ils me disent là, combien de fois ça m'est arrivé, ils me serrent la main sans me regarder dans les yeux. Et puis après, quand ils se rendent compte que je suis Bruce Wayne, ah, Bruce Wayne, what's up, man? I didn't know you were Bruce Wayne. Et là, tu dis, ok, d'accord, en fait, tu vois. Donc, à un moment donné, moi, je pense qu'il faut traiter les gens tous comme tu as envie d'être traités et être ouvert aux autres, ce qui te permet ensuite d'apprendre, quoi, de pas avoir peur, être un peu moins fier. Il y a trop de fierté dans ce break, moi, je trouve. Mmh. Et pour revenir sur le plagiat là, dont tu parlais aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui il y a des grands problèmes par rapport à ça au niveau de la danse, et notamment, je sais pas si tu vois qui c'est,
Johan Bourgeois, un danseur. Oui, je crois avoir entendu parler, c'est le truc de debout que Sadek nous Non, aura. non, mais ça aussi, on peut en parler aussi, ça. Tu penses quoi, en fait, de toutes ces reprises comme ça de concepts, ou ça peut être même de moves, qu'on peut retrouver aussi dans le break? Hmm. Écoute, comment te dire? C'est propre au break, le fait que ça soit interdit. Mais si tu regardes le blues, le rock, euh, les Rolling Stones, les Doors, les Beatles, ils ont repris ce que les bluesmen faisaient. Ils ont repris la même chose qu'eux. Ils l'ont accéléré, ils ont appelé ça le rock. Et les anciens, bluesman et compagnie, ils n'ont pas pris le seum, hein. Ils étaient contents. Ils étaient contents de voir des petits jeunes qui font revivre leur musique. Et les petits jeunes blancs d'Angleterre, ils ont invité les bluesman à venir se reproduire à la fin de leur vie, alors que tout le monde les avait oubliés. Donc, moi, je trouve que c'est encore une fois un truc vraiment propre au break et c'est dommage, quoi. Encore une fois, j'ai eu cette histoire il y a pas longtemps avec quelqu'un, un danseur que tout le monde connaît, que je vais pas citer, tu vois, où tu vois, tu sentais que le biting pour lui c'était extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont prêts à se taper pour ça, tu vois. Ils sont prêts à détester une personne parce que c'est un biter. Au final, laisse-le faire ce qu'il a envie. S'il a envie d'être, si ça le rend heureux de faire ça, de reprendre le move de quelqu'un d'autre, on sait qu'il a enfreint la règle la plus importante. Mais tant que lui il s'épanouit dans son truc, on s'en fout, quoi. Moi, je trouve qu'il y a, voilà. Après, je comprends, hein, le biting, le plagiat, c'est malheureux. Mais tant que ce qui est ceux à qui on a pris le truc, on reconnaît à qui on l'a pris, on lui donne le respect, on dit ça vient de lui. Je pense que voilà, ça le mérite, quoi, ça a un mérite. Mais euh, mais ouais, c'est un sujet qui est difficile. C'est sûr que si tu reprends l'œuvre entière d'une personne et que tu ne la crédites pas, il y a de quoi s'énerver. Voilà pourquoi certains sont vraiment farouches là-dessus, quoi. Toi, tu te places comment par rapport à ça? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de voir des personnes qui faisaient les mêmes mouvements que toi. Ça te provoque quoi à l'intérieur? Eh ben, ouais, tu vois, ça m'a déjà piqué de voir un petit jeune faire le même mouvement que moi devant moi. Mais avec du recul, je me dis que bah, peut-être déjà il est arrivé lui-même à ce mouvement-là sans m'avoir copié. Si moi je l'ai inventé, lui aussi, hein, au final, on a les mêmes chemins, les mêmes approches, les mêmes bases. Donc ça se trouve, il l'a trouvé tout seul. Et si je vois vraiment qu'il a repris un truc à moi, mais vraiment que ça saute aux yeux, je vais pas du tout prendre je vais pas m'énerver, quoi. Je vais trouver ça plutôt comme un compliment et je risque d'aller le voir selon l'ambiance, soit de le défier, mais dans une bonne approche, soit aller le voir carrément et lui dire sans le défier, ah j'ai vu que tu faisais ça et tout, regarde, moi je suis arrivé à ce mouvement-là en le faisant comme ça, et vas-y viens on essaye de le développer ensemble quoi, tu vois. Moi je suis plutôt dans cette optique-là que de venir en mode hater et de dire vas-y je vais te call out et je vais te, enfin c'est pas forcément un mode hater, c'est juste un mode propre à chacun. Moi je vais pas défier le mec tu vois, par énervement, quoi. Plutôt par, bah vas-y, échangeons autour de ça. Je vais plutôt être fier de ça, quoi. Et je trouve ça grave intéressant que tu parles de comment se comporter les uns avec les autres. J'ai l'impression que c'est des sujets dont on parle peut-être pas assez dans la communauté b-boying et hip-hop et, et qu'on se pose pas assez aussi peut-être les questions de comment organiser les jams et les événements pour qu'on se sente bien les uns avec les autres quand on entre dans des événements, tu vois. Et moi, je sais Mhm. que rapidement, les premiers battles que j'ai fait, ben, quand j'arrivais, il y avait tout de suite des manières de saluer sans trop regarder, des manières de ne pas dire bonjour, des manières aussi de ne pas avoir d'espace ou de temps dédié à échanger avant de se rencontrer en battle. Et j'ai l'impression que Mhm. c'est toute une gestion presque politique, tu vois, de la scène b-boying en France, des événements qui existent, qui fait que qu'on sait plus du tout comment se comporter. Et à partir du Ouais. moment où on passe la salle d'un événement de break, et je sais que moi-même ça m'est arrivé alors que je me considère plutôt comme quelqu'un à la base de gentil, tu vois, mais on peut se faire dépasser par cette scène théâtrale, tu vois, qui est mise en Complètement. place. Et ça me fait plaisir que juste tu dises un truc si simple que ben, moi, quand j'arrive dans un événement, je dis bonjour aux gens, je les regarde, je me présente en donnant mon prénom, tu vois. Mhm. Et, euh, et c'est des choses dont on discute pas assez et je sais pas Ouais. comment est-ce qu'on pourrait travailler un peu plus ces questions-là, mais c'est cool d'en parler.
Ouais, non, mais complètement. Je pense que moi, c'est le bain des battles qui nous a formaté comme ça, si tu veux. C'est qu'en France, depuis toujours, on a eu énormément de battles. Et à l'opposé, on n'a jamais eu, très rarement, des jams. C'est-à-dire que l'offre de battle, comparée à l'offre de jam depuis ces années, tu vois, l'écart était immense. Et ça serait plutôt des jams qui permettraient aux gens d'échanger. Parce que dans une jam, tu viens, t'as pas de pression de te dire, vas-y, il faut que je gagne, il faut que je représente un battle, et que, tu vois, tu viens, tu danses comme tu as envie de danser. Et si tu viens, tu as juste envie d'écouter de la musique, de voir les gens danser, tu viens, tu danses pas, tu kiffes quand même. Et donc là, il y a de l'échange. Il y a de l'échange, tu vois, dans la danse, mais aussi oral. Les gens parlent, les gens communiquent. Il n'y a pas cette histoire de battle où quand tu es dans un battle, tu t'échauffes pas, tu danses pas avec les autres parce que t'as pas envie qu'ils voient tes mouvements. Il faut que tu gardes tes mouvements sur la scène principale, que tu défonces tout. Il faut pas que tu te fatigues non plus. Il faut que tu aies ton énergie au maximum pour tes sets. Donc voilà, je pense que c'est ça qui nous a quand même bien formaté dans une atmosphère pesante. Parce que moi aussi, combien de fois quand j'arrive en battle, tu sens que c'est pesant. Les gens, ils te voient, mais ils te disent pas bonjour. Tout le monde est dans son coin, concentré. Et hop, quand ils arrivent sur scène, ça y est, c'est l'explosion. Tout le monde parle, tout le monde ça tape le sol, ça. Donc il y a un écart vraiment effectif. Il y a un truc théâtral, complètement. Et je pense que c'est des échanges comme des jams qui permettraient justement aux gens d'apprécier plus le côté humain que le côté vas-y, battle, b-boy shit, et tu vois, faut que je le fume, quoi. Mais encore une fois, on a été éduqué à ça, quoi. Moi qui ai commencé dans les années 2000, Yuval tenait des propos euh, inaudibles pour des enfants. Tu vois, c'était vraiment, c'était grossier, quoi. T'étais là pour écraser le mec en face de toi et il hurlait dans le micro des mots vraiment grossiers. Donc, t'étais là, tu te disais, ah ouais, on est dans un truc là, c'est chaud, quoi. Donc, Et c'est ça pour va ça que les, les gens, ils sont formatés en et mode j'ai ça, peur. et ça va les battles, l'ambiance des battles, ça, tu kiffes toujours autant ou pas? Ouais, grave. Moi, j'adore. Je trouve que c'est un battle, avant tout, c'est un battle contre toi que tu mènes. Tu vois, c'est être le meilleur possible, être satisfait de toi à la sortie du truc, danser devant les gens, au-delà de l'adversaire qui est en face de toi. Ensuite, c'est un échange avec lui si c'est possible. Des fois, il y en a qui sont pas du tout dans l'échange, mais souvent, c'est une conversation que tu mènes avec quelqu'un. Donc, ouais, non, moi, j'adore les battles. J'adore ça. Je les adore aussi bien dans une compétition sur scène que dans un cypher, bien qu'ils soient différents énormément l'un de l'autre. Parce que j'ai regardé l'interview que vous avez fait avec Total Feeling, l'épisode 1. À un Yes. moment, alors je sais plus si c'est toi ou quelqu'un d'autre, vous dites que petit à petit vous allez vous échapper du circuit des battles et tout ça. Toi, en dehors des battles, tu fais d'autres choses dans le break? Ouais. Moi, je donne des cours. Je donne pas mal de cours depuis maintenant une dizaine d'années, plus à des enfants. J'ai formé quelques b-boys, tu vois, mais c'est plus à des enfants que je donne des cours. Je fais aussi de la musique, du graffiti avec eux. Donc, je vis à travers ma passion. Mais les battles ne m'ont jamais fait gagner d'argent, quoi. J'ai jamais gagné ma vie avec des battles. C'était plus quelque chose qui me faisait continuer à danser également, autant que les trainings que je faisais avec mes potes. Euh, voilà, c'est un tout, quoi. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu dis là, maintenant, en ce moment, je sens que je suis complètement hors du circuit des battles. J'ai pas fait de battle depuis très longtemps et je sens physiquement aussi que je fatigue un petit peu. J'ai plus mes 20 ans, quoi. Tout le monde, on connaît tous le truc. Et le niveau augmente énormément avec les petits jeunes. Il y a les JO qui arrivent, donc c'est une approche où des fois je me dis aussi, mais j'ai plus ma place en battle. Moi, je viens, je fais un passage de 30 secondes, quoi. Disons que entre guillemets, j'ai un break plus de cypher que de battle. Et aujourd'hui, tu vois les mecs qui font des passages d'une minute 20 ultra techniques. Tu te dis waouh. Donc, je sens que j'ai charbonné suffisamment en battle et qu'aujourd'hui, c'est plus ça qui m'anime, quoi. Tu vois? Et d'ailleurs, quand je te vois faire des battles, souvent, je trouve que ça illustre très bien ce que ça veut dire de porter son style et de venir défendre son style dans un battle et dans ce genre d'espace, parce que je trouve que t'es quand même cohérent depuis que je te connais, que je te vois danser, et aussi que tu fais des choses
qu'il faut quand même assumer et dire ouais, ça c'est ma manière de faire. Je fais référence par exemple, je sais pas si tu appellerais ça l'art du storytelling ou en tout cas tous les petits gestes, tu vois, ou les symboles que tu vas mettre dans ta danse, que ça Mhm. soit, je sais pas, le nez de clown, tu vois, ou la tête de serpent, je sais pas comment t'appelles ces choses-là, ou encore les oreilles d'animaux, Mhm. tu vois. Euh, et même dans ta manière d'appréhender l'espace du battle, de de regarder la personne en face de toi, comment tu vas isoler des parties de ton corps et ajouter peut-être des qualités qu'on voit pas dans les breaks traditionnels, etc. Moi, tu me fais l'impression de quelqu'un qui, ouais, qui vient en battle et qui assume ses positions, en tout cas, là où des fois on a l'impression qu'on arrive vers un truc qui s'uniformise un peu plus dans les styles, tu vois. Euh, Ouais, ouais. Toi, t'as conscience que quand tu vas en battle, que tu viens défendre un style? Euh, ouais, j'ai conscience. Ça m'a mis, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Euh, mais effectivement, maintenant, j'arrive et je danse d'une manière qui est, disons, assez différente de ce qu'on l'on voit beaucoup. Et comme tu dis, j'hésite pas à rajouter des choses marrantes, enfin, tu vois, j'aime beaucoup le personnage de Charlie Chaplin, tu vois, ou des trucs comme ça. Si tu veux, cette histoire d'attitude vénère, je l'avais avant, je peux encore même l'avoir, mais c'est quelque chose au final qui te fait pas danser vraiment bien. Hmm. Vaut mieux danser avec le sourire, en te prenant pas au sérieux. Et du coup, en pensant comme ça, je suis arrivé effectivement à un certain cheminement qui me fait danser de la manière dont tu me décris. Et ouais, je trouve ça hyper marrant. Moi, je vois, tu vois, un singe qui se gratte la tête et qui se gratte le torse en même temps. Putain, ça m'inspire. Je vais le faire dans mon passage, quoi. Tu vois, je vais breaker, clac, clac, clac. Je vais tourner sur les fesses. Et là, tu t'arrêtes sur les fesses et tu te grattes la tête et le torse. Et les gens, ils vont rigoler. Tu vois, si tu le fais, c'est ça aussi, c'est comment tu le fais. Si tu t'obliges à le faire, ça peut ne pas passer. Et si tu le fais d'une manière complètement naturelle, avec du recul, et en général, si tu vis le moment où tu le fais, les gens, ils le sentent, quoi. Donc, c'est complètement différent d'un gros blow-up et d'un 1950 tours avec un clash sur le son. J'étais pas capable de faire ça. Donc, je me suis plutôt embarqué dans un truc, ouais, de petits détails comme ça, comico. Enfin, voilà, ouais, 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 ouais. Non, Donc, d'accord. ouais, Je me demandais si ça avait une signification ou si tu le faisais plus pour le plaisir de la blague, etc. les deux, ouais, les deux. Il y a une signification derrière ça aussi, effectivement, derrière chacun de ces moves-là, c'est là où je l'ai créé, là où je l'ai appris, là d'où je me suis inspiré, mais c'est un peu des deux, effectivement. Mais par exemple, là, ce fameux mouvement que tu fais dans une position au sol avec le pied et la jambe tendue derrière avec je sais pas, j'ai envie de Ouais, dire que c'est une tête de serpent que tu fais avec ta main. Ça vient d'où ouais, ça? ouais, c'est ça, c'est une sorte de... en fait, si tu veux, le mouvement où je saute et je retombe sur mon pied en freeze, je le faisais déjà depuis longtemps. Et je le faisais accompagné d'un signe burner, d'une coke, quoi, tu vois. Donc je faisais ce mouvement-là et boum, je mettais une coke à mon adversaire. Et au final, bah, c'était pendant que j'essayais de dormir. Souvent, quand je me couche, je pense beaucoup à la danse à ce moment-là où je pensais énormément à la danse. Et c'est tout simplement allongé dans mon lit que je me suis dit, mais au moment où je fais ça, putain, ça serait marrant si je me mettais en mode cygne, comme un cygne ou comme un serpent. Et de là, je me suis dit, mais en fait, c'est une tête. Et si elle me regarde, je la regarde derrière, je la re-regarde et elle revient devant. Et voilà, ça s'est pris tout simplement, j'y ai pensé, quoi, et je l'ai rajouté, et là, j'en étais, tu vois, dûment satisfait. Je me suis dit, ah ouais, mais ça déchire, en fait, tu vois, alors que ça venait d'une connerie, ça venait d'une sorte d'inspiration de kung-fu, un peu, tu vois, d'un animal, ouais, d'un cygne ou d'un serpent, quoi. Mais ça existe déjà dans le break depuis longtemps, tous ces trucs-là, tu vois, la main, etc. Donc ouais, voilà comment c'est. Souvent, en fait, j'avais déjà un mouvement qui existait déjà et j'ai juste rajouté un petit truc en plus. Hmm. Et en parlant d'inspiration, autre que dans le break et tout ça, t'as des inspirations comme tu disais là, t'avais le kung-fu par exemple, t'as d'autres choses comme ça ou pas? Ouais, bah écoute, la musique, évidemment, la musique, ça va être une grande source d'inspiration, et pas que le funk, pas que le rap, mais aussi d'autres types de musique. Les arts martiaux, tu vois, et je sais que mes potes qui sont rentrés en compagnie,
et qui ont touché au contempo. Moi, j'ai jamais eu la chance de le faire, mais à travers eux, j'ai vu comment évoluer aussi dans un cadre qui est différent que celui du break, donc de se laisser aller, voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'ont inspiré, effectivement. Euh, et puis, ouais, voilà, ouais, c'est un tout en fait. C'est un tout et c'est surtout sortir du cadre du break qui va pouvoir, qui m'a inspiré et qui peut inspirer les gens. Si tu restes dans le cadre b-boying, break, 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 ouais, tu tournes un peu en rond, quoi. Donc, faut s'inspirer de tout, d'un oiseau, d'une situation, d'un mec qui marche dans la rue, je te dis, tu vois, de n'importe d'un singe qui se gratte la tête ou moi, c'est comme ça que je vois un peu le truc. Hmm. Et en danse, je me demandais si tu faisais du popping ou des trucs comme ça, parce que genre souvent en top rock, t'es là, tu fais tes petits pas et tout ça, et des fois, je sais pas, je te vois, j'ai l'impression que tu popes un peu ou que tu fais des petits moves, du smurf, des trucs comme ça. Je me demandais si t'en faisais ou pas. Bah écoute, j'ai commencé avant le break à faire des petites waves et on a fait des cours de pop aussi au début avec la compagnie Tout Compte Fait. Là en ce moment, je reprends des cours avec Blondie. On fait des sessions de robots avec Blondie. Donc j'ai toujours adoré cette danse. J'ai toujours vraiment été attiré par cette danse. Maintenant, le fait qu'on la retrouve dans mon break, c'est vraiment parce que ça faisait partie des connaissances que Karim Barouche et Xavier Plutus ont pu me transmettre notamment. C'est-à-dire que pour eux, si tu rajoutes l'énergie du pop dans ta danse break, eh ben ça donne une dimension qui est différente. Le break, on le voit souvent quand quelque chose qui est très rapide, ta 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 ta, et qui est au final linéaire, très linéaire. Alors que si tu rajoutes des énergies de ralenti, d'accélération, de dime stop, de pop, qui sont des choses totalement différentes. Un pop, c'est une explosion. Un dime stop, c'est un arrêt net. Toutes ces choses-là qu'on retrouve également dans le contemporain, tu vois, et dans plein d'autres types de danse. Voilà, c'est vraiment ces connaissances-là que Karim et que Xavier ont pu me transmettre en me disant, OK, c'est bien, tu breaks, mais maintenant, vas-y, mets un arrêt en mettant un pop, mets un arrêt en mettant un dime stop. Enfin, tu vois, c'est ça, quoi. Cette différence entre le kick et le snare, cette différence entre le boom et le bap, qui est selon eux totalement différente, quoi. Ça, C'est c'est trop important. bien que tu parles de ça. On en parlait avec David Cola dans un podcast qu'on a fait avec lui il y a quelques jours, euh, du fait que Actuelle Force notamment, qui ont un peu, qui ont un peu conservé le break quand ça avait disparu aux États-Unis et du coup qui sont devenus aussi des pionniers respectés dans le monde entier de par ce qu'ils avaient réussi à garder. Quand on voit des documentaires ou des vidéos d'archives d'eux, euh, on voit qu'ils ont vraiment des discussions sur des choses pointues comme ce dont tu parles, qui presque Mhm, pourraient ressembler à des discussions de danseurs contemporains, tu vois, dans ce que ça te précise, de dire arrête-toi à tel moment, positionne ton bassin à tel endroit. Et c'est mhm, fou parce que quand je vois ces vidéos d'archives, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, on a très peu de discussions si pointues sur le mouvement, tu vois, pour vraiment remettre le mouvement au centre du truc, de remettre la qualité du mouvement au centre du truc. On parle de move, on parle de technique, et j'ai l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose à ne pas perdre de cette génération-là. Toi, tu fais partie, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais par exemple, pour parler de Karim Barouche, qui nous a malheureusement quittés il y a pas très longtemps, j'ai l'impression que tu fais partie des danseurs actuels qui ont le plus passé de temps avec lui et du coup qui ont le plus en mémoire peut-être les connaissances qu'ils avaient à transmettre. Euh, Est-ce qu'en quelques mots, tu penses que ça peut se résumer les choses importantes qui t'ont été transmises, qui selon toi sont à garder, mhm. que ça soit dans les positions de corps, dans des détails auxquels il faut penser, etc. Écoute, ouais, ouais, après, je les ai pas connus très longtemps. Je les ai connus vraiment, comme je te disais, à partir de 2010, 11 jusqu'à maintenant, donc une dizaine d'années. Et effectivement, c'est énormément de matière de réflexion, de matière à réfléchir, au-delà de simples moves, quoi. Avec Karim, par exemple, on a passé beaucoup plus de temps à échanger de manière orale que d'échanger en matière de break où il me disait, tiens, regarde tel move, fais-le comme ça. C'est énormément de réflexion. Et notamment, comme je te disais, non pas juste sur le mouvement de break, mais sur sa manière de l'amener.
sur sa manière de le vivre, de l'exprimer à travers justement des énergies, à travers un relâché, à travers quelque chose de martial, d'artistique, et qui allait vraiment à l'encontre du break sportif qu'on connaît, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment ça que j'ai pu retirer de Karim, de Laos, de Xavier, c'est que c'est que tu fais, tu Karim le disait toujours, tu fais l'amour au sol. Tu ne le pas, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Tu le fais avec beauté et grâce. C'est une relation, voilà, qui est belle, quoi, qui doit être douce, c'est un art, c'est quelque chose de subtil et pas du tout tu vois, d'explosif, d'énervé, de choquant, voilà. Donc c'était beaucoup de philosophie au final, malgré tout, et effectivement beaucoup de compréhension corporelle. Comment, si tu mets ton pied en sweep, par exemple, quand tu parles du sweep, eh ben, tu verras qu'il y a des b-boys qui sont en flex et d'autres qui sont en semi-pointe et d'autres qui sont en pointe, comme les phaseurs. Et c'est tous ces petits détails qui changent. Le fait de te mettre en flex, ça va peut-être utiliser un muscle de ta jambe, alors que si tu te mets en pointe, ça utilisera moins ce muscle et que tu pars plus avec la hanche et le genou, puis ensuite tu vois, c'est effectivement beaucoup de réflexions sur le corps, sur le mouvement, des réflexions physionomiques. Chacun a un corps différent. Donc ouais, voilà, c'était beaucoup de choses comme ça avec les actuels et passer des heures sur un simple 3 temps, quoi. Parce que ton 3 temps, il est pas léger, il tremble encore, ton appui, il est pas assez comme ceci. Voilà, ouais, c'était ça, c'était beaucoup de la recherche de la beauté du mouvement. Hmm. Il y a une question qu'on aime souvent poser quand on parle de transmission, c'est si tu as une demi-heure avec un danseur ou quelqu'un en tout cas que tu ne recroiseras plus après et que tu as une demi-heure pour lui transmettre des choses, ce serait quoi l'essentiel de ce que tu as appris que tu penses important de lui transmettre? Bah, si c'est un danseur débutant, je vais vraiment lui apprendre des choses au plus simple, qu'il va pouvoir aimer, se rappeler, un baby freeze, un 3 temps et un truc comme ça, quoi, tu vois, que je puisse le piquer tout de suite avec quelque chose de simple et il se dit, oh purée, ça y est, j'arrive à faire des mouvements de break. Mm. Avec un danseur qui danse depuis longtemps et qui est à la recherche justement de matière cérébrale, de matière à réflexion, je parlerai du coup de ça, de cette approche d'énergie, de toucher, voilà, on partirait beaucoup plus sur une discussion, sur un échange sur ça, quoi, tu vois. Je sais pas si c'est un peu clair, mais ça dépend un peu du public. Mm, mm. Si, je crois que je comprends. J'ai regardé un peu d'ailleurs des vidéos, des workshops que tu donnes, etc. Dans un workshop, je te voyais expliquer des choses de la musicalité en faisant du beatbox et on sait que tu fais pas mal d'instruments différents. La question de la musicalité dans le break, c'est quelque chose important qu'on n'a pas fini de traiter et qui est plus importante que jamais en ce moment où j'ai l'impression que, Mhm. je sais pas moi, dernièrement, je me suis mis à regarder beaucoup de battles de danse debout, tu vois, ces dernières années. Et plus je m'y intéressais et plus je revoyais à nouveau le break actuel, plus j'avais l'impression qu'il y avait un écart fou Mhm. d'interprétation de la musique entre ces danses, alors que pourtant on fait partie de la même communauté, tu vois. Ouais. J'imagine que toi, à force de faire des instruments, c'est forcément un sujet dans lequel tu t'es spécialisé et même dans ta danse, ça se voit que tu as un rapport à la musique qui est plus fin que beaucoup de danseurs. Hum, du coup, peut-être qu'on peut aborder ce sujet-là. Déjà, c'est Mhm. quoi, toi, ta définition d'un danseur musical? Euh, Bah écoute, encore une fois, à différentes échelles, déjà quelqu'un de musical, il faut qu'il soit sur le rythme, hein. Pour moi, le rythme en ce qui concerne le funk, hein, le rap et sur ce qu'on danse, si le mec il est offbeat, bon bah il peut pas être musical de base. Même si après il dit ouais, mais là je suis en train de prendre le piano et puis là je suis en train de prendre la guitare. Le piano et la guitare et tout le reste sont sur la batterie, sur la mesure. Elle suit une mesure, elle suit le squelette de la batterie. Donc je pense que c'est quand même la première chose à respecter, c'est le rythme. Et ensuite sur ce rythme, c'est savoir mettre les pieds au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre tempo et rythme aussi, quoi, tu vois. Et je pense qu'il y a énormément de danseurs qui sont pas capables de savoir ce que c'est que la différence entre le tempo et le rythme.
Euh, la musicalité, c'est très large, c'est vraiment très large. Donc, je parle de la batterie, pour moi, c'est la première base. Et puis ensuite, après, voilà, t'as la mélodie, t'as les instruments, t'as les lyrics, euh, t'as les voilà, les différents jeux entre ces instruments. C'est très deep, c'est très profond et ça reste quand même une notion très personnelle. Chacun va pouvoir définir sa musicalité à sa manière. Mais pour moi, dans le break, en tout cas, c'est vraiment la batterie, le breaks, quoi, qui est la chose la plus importante à respecter en termes de danseur. Il faut que tu sois sur le rythme. Euh, voilà. Ensuite, il y a différents types de musicalité. Le mec qui, effectivement, saute sur la main et attend le 5, 6, 7, 8 et qui tombe sur le freeze, sur le ride, sur le crash, sur le bon moment, à savoir sur le 1, eh ben, on va dire, waouh, il est musical, il a kill the beat. Mais oui, mais il y a plus aussi, quoi. Tu vois, il y a plus. Au final, on l'attend, on le voit arriver, le mec. On voit qu'il attend la fin musicale. Et hop, il descend en freeze au moment où il y a le DJ qui cut ou le ride de la batterie qui tape. Donc, oui, c'est une forme de musicalité, mais la musicalité, c'est beaucoup plus deep que ça, quoi, pour moi. Et tu dis que ça se trouve, il y a plein de danseurs qui savent pas faire la différence entre le tempo et le rythme. Tu saurais leur expliquer en quelques mots, c'est quoi la différence? En quelques mots, à ce que j'ai pu apprendre, c'est que le tempo, c'est le métronome. C'est le tic-tac, tic-tac. Le métronome qui te bat la mesure. Le BPM, le battement par minute, qui peut être plus ou moins rapide. À savoir que nous, on danse entre du 90 BPM pour du rap, tu vois, ou un petit peu en dessous, jusqu'à du 120, 125 BPM. Aujourd'hui, 130 BPM pour la funk, le break et les gros breakbeats. Et donc, le tempo, c'est ce fameux métronome qui fait tic-tac, c'est ce fameux battement. Et le rythme, c'est la division des croches, des doubles croches, des snares, des kicks, de la cymbale et du charlet dans cette mesure qui est de base binaire, quoi, tu vois. Donc, c'est ça la différence. Il y a des rythmes binaires, ternaires. Je pourrais pas non plus t'expliquer vraiment ce à quoi ça correspond, mais le rythme, c'est des rythmes de batterie ou de percussion qui respectent le tempo d'une mesure, donc le métronome. Tu vois, quand on tape dans les mains sur de la musique, quand tout le monde tape dans les mains, on tape le tempo. Mm. Le rythme, c'est ce qui se passe entre le tempo. Je pense que c'est ça. C'est comme ça comment je vois le truc, quoi. Et tu donnes des cours souvent à des jeunes élèves, mais tu donnes aussi des workshops, donc ça c'est plus occasionnel quoi, à certains moments. Les jeunes, tu leur apprends dès le début, des danseurs débutants qui arrivent à tes cours, tu leur apprends dès le début ces notions-là? Direct. Mais c'est très intéressant ta question, c'est la première chose à laquelle tu vois, les premiers cours avec tous les élèves que je peux avoir, c'est on se pose, je leur fais un petit récapitulatif de ce que c'est que le hip-hop, d'où ça vient, ce qu'il y a dans le hip-hop, dans la culture hip-hop. Et ensuite, avant de faire, on fait l'échauffement, et une fois qu'ils sont échauffés, je mets de la musique, et la première chose, c'est compter. C'est donc voilà, savoir où se trouve le rythme, et que pour donner le top départ, on dit 5, 6, 7, 8, et qu'on commence à danser sur le rythme pour pouvoir tenir une chorégraphie. Et que ensuite, quand tu danses tout seul, il faut que tu sois sur le rythme. Donc c'est effectivement la première chose à laquelle sur laquelle je me concentre Hmm. avec des élèves. Parce qu'on avait une discussion, du coup on a parlé aussi un petit peu de ces choses-là avec David Collat, et ensuite on avait une discussion avec les gars du crew parce qu'on donne tous des cours, tu vois, et on se disait, certains d'entre nous apprennent d'abord les mouvements, puis ensuite expliquent comment les faire sur le son. D'autres apprennent d'abord le son et ensuite expliquent comment tu bouges dessus. On avait un peu ces débats en interne, tu vois, de dire, mais en fait, c'est quoi qui prime? Et je crois qu'on tombait un peu d'accord avec Mathis en disant que, bah, en fait, même historiquement, les gens, ils ont commencé à s'ambiancer sur des sons avant de créer les pas qu'il y avait dessus, et que ça a plus de sens Ouais. d'apprendre d'abord à reconnaître le son et ensuite naturellement les mouvements viennent se caler dessus. Ouais. On va switcher de sujet, rien à voir, parce que je vois que le temps il passe et il y a quelque chose qui me paraît intéressant d'aborder. Je passe pas mal de temps ces derniers temps parce que je suis dans des spectacles avec lui, etc. Avec Manu Zenigno de Montpellier, Yes. du Yes. coup de Rockers Delight que tu connais bien. Et Ah ouais, shout out. Ouais, il est Shout out à lui et à son crew. C'est des c'est bons. ça, big up à lui. On a eu Andrea d'ailleurs dans ce podcast. Mhm. Et il me racontait
avec peu de détails, et du coup, ça m'intéresse, l'anecdote qui vous est arrivée quand vous êtes allé dans une autre salle à Paris pour défier un crew avec qui apparemment il y avait des histoires. Moi, je Ouais, t'avoue que j'aimerais bien que tu nous en parles. Bah, parce que il y a le côté un petit peu film, tu vois, de savoir comment ça se passe ce genre de truc, mais aussi parce que ça en dit beaucoup sur le hip-hop et comment ça se passe ces choses-là, la mentalité, etc. Et je trouve mhm. ça trop cool que ça se soit fait comme ça. T'as moyen de nous raconter l'histoire? Ouais, bien sûr, je vais essayer de faire court. C'était un battle auquel John Smith jugeait chez moi dans ma ville natale, Creil, organisé par le Chill in the City, enfin Gred et Schizo plus ou moins, tu vois. Et il y a un jeune d'exception du groupe Exception qui n'a pas été sélectionné parmi lors des prélims, quoi, tu vois, lors des qualifications. Et au moment où le battle allait reprendre, il a jeté son sac. Moi, j'étais pas là, hein, on m'a raconté. Il a jeté son sac sur la piste de danse et il est arrivé, il a pointé JB et il lui a dit vas-y. Il a pris le micro et il a dit vas-y, viens. Enfin, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Il a dit viens faire le battle. Et JB, il a dit bah écoute, vas-y. Et Schizo avait dit à tout le monde juste avant c'est mort les gars. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire des call-outs. Si vous voulez faire des call-outs, c'est dans les cyphers. Il n'y a pas de truc comme ça. Donc au final, Schizo, il a Je dit te non, coupe c'est mort. juste 2 secondes, pardon, je t'interromps. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui savent pas du tout ce que c'est qu'un call-out? Un call-out, c'est quand tu défies quelqu'un. Mais en fait, si tu vas en France, on a eu l'habitude, par Yuval, en grande partie, de prendre un micro pour défier quelqu'un et de le faire devant tout le monde. Alors que dans les autres pays, un call-out, c'est dans un coin de la jam, dans un cercle ou à la sortie de l'événement, quoi. Tu vois, c'est comme ça que tu défies quelqu'un. T'as pas besoin de le crier au micro et de demander à tout le monde de venir le filmer, de le regarder. Un call-out, c'est un truc personnel. Donc le mec, il fait un peu bah, son cinéma. Moi, j'appelle ça faire son cinéma, de call-out devant tout le monde, les gens. Et bref, JB est OK pour danser, mais l'organisation dit on n'a pas le temps, c'est mort, réglez votre problème ailleurs. Et donc l'histoire s'envenime le soir même sur Internet, la vidéo est partagée et on fait passer John Smith, mon grand, pour, excuse-moi l'expression, pour une baltringue, quoi. En gros, il a eu peur de défier, de relever le défi. Le truc devient presque viral, tout le monde le partage et je vois des commentaires où ça manque de respect à John Smith et à Total Feeling Crew parce que soi-disant il n'a pas relevé le défi. Donc, et puis c'était des petits jeunes, quoi. Tu vois, nous, on danse depuis 20 ans. Eux, je suis même pas sûr qu'ils étaient à leur 10e année de break. Donc, bah écoute, on prend le seum. On prend le seum de manière naturelle. Et JB dit, bah écoutez, moi, je vais aller régler le petit jeune dans sa salle. Moi, je suis super bouillant. Je dis, ah, ça déchire, vas-y, on y va, on fait une descente, on y va à 15 et tout. Et JB dit ouais, ouais, venez si vous voulez. Et au final, on se retrouve tous à y aller avec Zenino qui était également ici, là parce qu'il sortait d'une résidence avec John et Tonio. Et donc, on débarque à la salle d'exception dans la seule idée de soutenir JB et de venir et de voir, d'assister au battle de JB contre le petit jeune d'exception. Mais moi, c'est vrai qu'entre-temps, j'aime beaucoup ces histoires-là aussi. Donc, je te disais qu'il y a cette attitude où moi aussi, je peux me retrouver là-dedans. Mais là, c'est parce qu'il y a un manque de respect. Donc, il y a de quoi vraiment s'énerver et se dire, OK, on va remettre les choses en place. Et donc, on est allé là-bas. JB, c'était exceptionnel. On a débarqué à 15 dans leur salle. Ils s'attendaient pas à nous. On n'était pas 15, mais on était 8, quoi. On est rentré, on a serré la main à tout le monde. Et JB, il est allé voir le petit, il lui a dit, bah vas-y, c'est quand tu veux, tu vois, c'est quand tu veux. Et donc, bon, ça a commencé à blablater. Et finalement, le petit, il n'a pas eu d'autre choix que de se défier contre John. Ça a duré un bon 40 minutes et ça parlait énormément. C'est-à-dire que, tu vois, il n'y avait pas photo. JB, il danse de la manière dont il danse et le petit jeune, voilà, il danse de sa manière. Et ça parlait trop, quoi. Dans le groupe des exceptions, ça faisait du bruit, ça criait. L'autre, il lui proposait de l'eau. Il y avait du disrespect, il y avait du talk shit de leur part, tu vois. Donc moi, j'étais en train de bouillir à côté. Et j'avais déjà prévenu les autres. J'étais en train de les dire, hey, les gars, on va là-bas, on va tous les fider. Tu vois, je les avais prévenus un peu, tu vois. Et les potos, ils disaient, oh, tranquille, tranquille, on y va pour John. Et voilà. Et donc, quand le battle s'est fini et qu'ils se sont serrés la main, il y avait tout leur groupe, tous les gens, tout le monde s'était assis à ce moment-là. Et c'est vrai que bah, moi, j'étais en train de bouillir un peu sur le teco et j'étais déjà ready dans ma tête à mettre
à continuer le truc, quoi. Donc, quand ils se sont serrés la main et qu'ils se sont séparés et que tout le monde a applaudi, moi, je suis rentré dans le tas et j'ai regardé tout le monde de leur groupe. Je les ai pointés, je suis allé au sol, j'ai breaké, je me suis levé, j'ai fait qu'est-ce qu'il y a? Il y a qui? Il y a quoi? Vous êtes où maintenant? Et donc là, ça s'est levé dans tous les sens. Les gars de mon crew, ils sont venus et puis c'est parti. C'était bien marrant ce truc-là, et bien marrant. Et au final, ça s'est fini. On s'est serré dans la main. Ils nous ont dit ah ouais, respect les mecs. Et puis voilà, ils ont dit vous êtes venus dans notre salle et tout, respect et tout. Et puis on les a corrigés quoi, quand même. Faut dire ce qui est. On les a corrigés grave chez eux à domicile. Donc voilà, ça fait partie des choses. Mais c'est parce qu'il y avait vraiment un manque de respect à la base. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu un gros manque de respect. Et dans leur groupe, il y a des anciens. Et c'est à ces anciens-là, de notre génération, quand je dis des anciens par rapport aux petits jeunes qui a défié JB, c'est à ces anciens-là de dire hé, calme-toi, tu fais quoi là? T'es en train de manquer de respect à un mec comme John Smith? Oh, calme-toi. Et pour moi, ils n'ont pas fait leur taf, tu vois. Donc on est arrivé, on les a gentiment réglés dans le respect, évidemment, hein, tu vois. Mais c'était super. C'était vraiment l'un de mes meilleurs souvenirs en tant que b-boy, quoi, tu Ouais, vois. ouais, Et c'est Zizinho était là. Et évidemment, on a dit à Zizinho, mais bien sûr, vas-y, danse avec nous. Tu sais, il a vu que c'était un truc de crew contre crew, mais on le dit, viens, tu vois. ouais, c'est Et une belle ouais, histoire. ouais. Franchement, Ouais, nous à Pontcharra, c'est des choses qui nous arrivent pas, tu vois, ce truc-là. Et c'est des choses qui peuvent, peut-être pas que à vous, mais est-ce que c'est des conflits comme ça au sein de la même ville ou même toi, Total Feeling, est-ce que c'est des choses que vous avez beaucoup vécues ou pas? Quand même, hein, quand même, au final, moi, je sais que je perds beaucoup mes moyens quand tu tombes face à des gens qui se mettent à parler, tu vois, et qui se foutent de toi, qui te font genre, t'as des lunettes, qui touchent le sol, qui parlent pendant que tu danses. Et en fait, je sais que en France, c'est vachement, beaucoup de gens se reposent là-dessus. Ils essayent de déstabiliser l'adversaire de par une attitude hautaine et même ils vont aller jusqu'à se moquer de toi, etc. Moi, je suis pas du tout dans ça. Je suis plutôt moi, je parle pas. En général, si tu me parles pas, je vais pas parler, quoi, tu vois. Mm. Et ouais, il y a eu là les embrouilles, notamment avec ceux qui prennent, qui ont le sang chaud et qui prennent tout de suite la mouche, quoi. Je pense à Tonio. Je sais que Tonio, à plusieurs reprises, c'était chaud parce que les mecs en face, je suis désolé, quoi. Ils lui arrivent pas à la cheville et ils se permettent de lui manquer de respect, de lui parler ou de nous parler d'une telle manière. Donc chacun réagit à sa façon et c'est vrai qu'à certains moments, c'était assez chaud, quoi, que ce soit à la défense ou dans des battles ou dans des tu prends vite la mouche quand les gens ils te manquent de respect. Et c'est ces mêmes gens qui ensuite viennent te serrer la main et dire ouais franchement je kiffe comment tu danses mais c'était juste pendant le battle. Mais pour moi non, c'est soit t'es cool humainement et dans le battle bah tu restes respectueux, soit t'es relou dans les deux cas quoi tu vois et Mm. humainement et dans la danse. Donc Mm. je trouve ça assez encore une fois c'est le fait de se cacher derrière un personnage inconfiant et d'essayer de déstabiliser l'autre. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile de gérer ce genre de situation. Je voulais aborder un petit sujet avant la fin de l'interview. J'ai vu dans votre interview, bah, toujours dont je parlais sur YouTube, de Ouais. Total Feeling. Je sais qu'il y a un moment où Total Feeling, bah, ça dansait beaucoup moins, où il y avait un moment où ouais, il y avait beaucoup moins de gens qui étaient à la salle. C'est Youn qui en parle. Alors je sais pas exactement les raisons pour lesquelles il y a tout le monde qui a un peu plus arrêté. Et je crois que c'était peut-être une raison par rapport au fait que vous aviez un peu du mal à faire à aller loin en battle, à faire des podiums et tout ça. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à des crews ou à des b-boys, b-girls qui se retrouvent dans cette situation? Bah en fait, effectivement, c'est les battles qui nous animent tous au début. Et ensuite, chacun le voit différemment. Il y en a qui sont encore animés jusqu'au bout uniquement par les battles. Donc chacun trouve un peu son bonheur dans différents chemins. Mais voilà, moi, le conseil que je pourrais donner justement à ces jeunes, j'ai pas mal de jeunes qui me disent mon objectif c'est Red Bull BC One. Et tu vois, je lui dis ouais, c'est cool, mais faut pas que ça soit une fin, je leur dis, parce que très peu vont réussir à accéder au Red Bull, encore moins à le gagner. Et au final, avoir les battles comme finalité, comme but, comme objectif ultime, eh ben ça va te faire euh, moins apprécier ta danse que si tu la vis d'une manière plus libre, quoi.
Le battle, c'est quand même quelque chose qui est que sur de la confrontation, sur de la victoire ou de l'échec. Et c'est un super moteur pour progresser, mais il faut pas que ça soit une finalité pour moi. Mhm. Pour moi, la finalité, c'est le développement personnel de soi, être heureux quand tu finis l'entraînement, danser d'une manière différente tous les jours si tu peux, et éviter justement de rentrer dans un format où tu fais les mêmes moves et il faut qu'ils soient, tu vois, parfaits, exécutés d'une manière presque sportive. Ta danse, elle va dépérir à un moment donné, elle va prendre un goût, elle va pas évoluer, quoi, tu vois. Donc, ouais, voilà, je sais pas si je réponds à la question. Si, 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 il si, me grave. semble même que c'est une jolie manière de finir. Mathieu, on a un petit rituel dans le podcast, c'est qu'à chaque fois, on demande à la personne qu'on a interviewée juste avant de décrire la personne suivante en 3 mots et de lui poser une question. Le hasard fait qu'avant toi, on avait David Collat, qui était Ouais, trop content de pouvoir donner 3 mots sur toi et de te poser une question parce qu'il a beaucoup de respect pour toi et qu'en plus vous vous êtes connecté assez tardivement mais récemment, donc il nous disait que c'était une coïncidence assez marrante. Donc les 3 mots qu'il a donnés pour te définir, c'est authentique, b-boy, et ensuite il a dit ouvert d'esprit, mais je sais aussi qu'il parlait de toi comme d'un petit frère, donc ouais, il y a tous ces mots-là qui sont ressortis. Et la cool. question qu'il t'a posée, on s'attendait à une question de spécialiste, on s'attendait à une question vraiment précise sur le break ou je ne sais quoi, et il a juste demandé quand est-ce que Ouais. tu t'installais sur Marseille, quoi. Ah, des barres. J'avoue, David, c'est quelqu'un que j'ai rencontré très, très tardivement. Au final, ça fait pas longtemps, ça fait que quelques années. Et les deux, trois fois où je suis allé sur Marseille, c'était waouh. Bah, tu sais, moi, je rencontre des gens comme ça et je m'absorbe de toutes leurs connaissances, de leur histoire, on est parti graffer ensemble, on a fait des barbecues ensemble. Il est adorable. Hmm. Il est adorable. Donc, ouais, bah, je sais pas quand est-ce que je vais venir sur Marseille, putain. J'aimerais un jour aller au soleil déjà, quitter la grisaille de Paris. Et Marseille m'attire beaucoup. Mais ouais, un immense respect à David. Un immense respect à David. C'est quelqu'un de très, très généreux. Encore une fois, un ancien qui s'est pas pris la tête, lui, justement, qui vit les choses de manière naturelle et une grande inspiration, une grande source d'inspiration, David. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Pour nous aussi. La Bah ouais. personne qu'on reçoit juste après toi, c'est Jess Kills, qui vit maintenant aux États-Unis, mais qui est une danseuse française algérienne. Euh, Ouais. 3 mots pour la décrire? Eh ben, écoute, 3 mots pour la décrire. Je dirais discrète, dans le sens où on n'a jamais réussi à la connaître, alors qu'on l'a rencontrée plein de fois. Euh, Fresh, parce que je l'ai vue danser et elle est fresh, il n'y a pas à dire. Et un troisième mot, ouais, 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 je dirais comme le premier, mystérieuse. Tu vois, je sais que Pourquoi mystérieuse? Parce que c'est une Française, on l'a rencontrée moult fois, mais elle nous a pas vraiment, tu vois, adressé la parole plus que ça, quoi. Tu vois, on connaît peu son parcours ou presque pas. Je sais que c'est une nana qui est partie aux États-Unis et qui a dansé avec les plus grands, mais elle vient de France, tu vois, et on connaît pas du tout son parcours. Donc j'aurais aimé, avec le nombre de fois où on l'a rencontrée avec mon groupe, pouvoir échanger davantage, mais elle était assez discrète, effectivement. Mais voilà, Ok. hein, Et du coup, Bodyguard Fresh. s'il y a une question que tu aimerais lui poser ou un sujet que tu aimerais qu'on aborde avec elle, ce serait quoi? Ça serait, quelle serait la différence, les différences dans la scène française et dans la scène américaine au moment où elle a fait son voyage. Comment elle a perçu la scène américaine à son arrivée par rapport à la scène française à son époque. Ce serait ça Ok, la question. trop bien. Écoute Mathieu, ça nous a fait trop plaisir d'avoir ce temps de discussion. Pour les personnes qui t'ont entendu parler et qui, pour quelconque raison, ne savent pas comment tu danses, bah, on les invite à taper B-Boy Bruce Wayne, que ce soit sur YouTube ou sur Internet. Il y a des choses à trouver et pour voir la manière dont tu t'appropries le break et tout. Et voilà, on te remercie pour la discussion. On a pris un Ben, plaisir à merci, parler avec toi. Grave, c'est du lourd. merci à vous les gars. Ouais, c'est un vrai plaisir. Un shout-out à votre crew et à votre événement qui, pour moi, est l'un des meilleurs événements en France, qui donne une bouffée d'air incroyable. J'ai passé un temps incroyable
chez vous avec mon groupe. Merci à vous les gars, et c'est une superbe chose que vous faites d'enregistrer et de passer d'un format audio et pas que visuel quoi, avec de la recherche et de l'échange. Merci à vous les mecs, c'est super. Nice. Merci. Tu Régales, régales. Ciao Mathieu, à plus. Ciao, à la prochaine. Bientôt, portez-vous bien, ciao.